Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler habituellement, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, c'est des sujets que vous avez peut-être rencontrés, vous personnellement ou au sein de votre équipe, c'est le syndrome de l'imposteur. Et pour en parler aujourd'hui, on va en discuter avec Elfie Morel, qui est entrepreneuse et qui va nous expliquer dans quoi elle travaille aujourd'hui, et aussi Adrien Chignard, qui est psychologue du travail et de l'organisation et qui a l'habitude de traiter ce sujet-là, mais pas uniquement, mais bon, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Et bien, on va commencer par les dames. Elfie, est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Elfie Morel et je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle Elowen. Ce sont des colorations capillaires végétales, donc 100% naturelles et éco-responsables avec un côté local et zéro déchet. Donc ça, c'était vraiment ma volonté. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans prendre cette dimension-là. Ça fait combien de temps? Donc, ça vient juste d'être créé. D'accord. Donc, c'est tout récent, mais après, le projet, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je travaille dessus. C'est un travail de longue haleine. Et comment on arrive aujourd'hui dans le cosmétique? Alors moi, en fait, ma formation, c'est chimiste. Donc, je suis ingénieure chimiste. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des laboratoires de recherche et développement. Donc, mon métier, c'est la formulation. Donc, c'est vraiment de créer en fait des nouveaux produits cosmétiques. Donc, de suivre les tendances du marché et d'innover. Donc, du coup, j'ai vraiment vu un potentiel en fait, déjà dans les produits naturels, éco-responsables, etc. Et dans la coloration végétale, puisque aujourd'hui, c'est quand même le marché est quand même plutôt drivé par les colorations, on va dire chimiques. Donc voilà, c'est vraiment une niche pour l'instant, mais qui est émergente et que je pense qui est très intéressante pour le futur. C'est un sujet super intéressant parce que moi, j'ai une de mes cousines qui est coiffeuse et qui s'est retrouvée avec une allergie en fait aux produits chimiques liés aux couleurs et qui a failli arrêter son métier parce qu'elle ne pouvait plus, entre guillemets, en pratiquer, qu'elle a dû changer de produit. Donc, comme quoi, en fait, c'est un marché porteur. On en reparlera en tout cas. Merci Elfie et bienvenue dans cet épisode. Adrien, psychologue du travail, c'est une autre dimension en termes de métier. Je te laisse te présenter. Oui, alors je suis un petit peu moins, moi, spécialiste des colorations végétales, je dois le reconnaître. Moi, je suis un garçon monocompétent, je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux en situation de travail. Ça fait maintenant 16 ans que je fais ça, j'ai 3 activités. Je dirige un cabinet de conseil centré sur les problématiques de travail complexes. J'enseigne dans 3 universités sur les liens entre santé, changement, organisation du travail et j'écris des livres sur les méthodologies d'intervention en situation de crise humaine au travail. D'accord, super. Donc, en fait, vous avez bien compris, l'objectif, c'était d'avoir un regard croisé entre vous deux sur le sujet en fait, du syndrome de l'imposteur. L'objectif, c'était de pouvoir partager l'expérience d'un côté plutôt clinique et de l'autre plutôt personnel et professionnel. Attention, pas besoin de stigmatiser. On dit que 7 individus sur 10 ont connu le problème de la syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, je pense que je l'ai déjà vécu et que tout le monde l'a vécu. Donc, en fait, ce n'est pas, entre guillemets, anodin. On va commencer par une simple question. Adrien, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? En fait, ce que tu dis, c'est juste. C'est-à-dire que 70% de la population l'a vécu ou le vivra un jour. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Et c'est quelque chose qui nous arrivera quasiment tous au cours de notre vie. On a souvent un regard sur les troubles comme ça qui peuvent faire peur. C'est comme ce qu'on appelle des attaques de panique.
La plupart des gens connaîtront une attaque de panique une fois dans leur vie. C'est désagréable, mais ce n'est pas grave. Et le syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. C'est désagréable, mais il n'y a pas de gravité pour la santé mentale ni pour la santé physique du tout. C'est toujours une triade, le syndrome de l'imposteur. C'est à la fois le sentiment de tromper son monde, l'impression qu'effectivement, je me fais passer pour ce que je ne suis pas, ou on me prend pour plus compétent que je ne le suis réellement. C'est aussi, on va dire, réaliser ce que nous appelons des mauvaises attributions causales. Pour parler simplement, c'est l'idée selon laquelle quand je réussis, c'est la faute, on va dire, enfin c'est plutôt pour des raisons périphériques, c'est je réussis parce que j'ai de la chance. En revanche, quand je rate, c'est de ma faute parce que je n'ai pas été suffisamment bon. Donc en fait, c'est une tendance à se surattribuer les échecs et à se sous-attribuer les réussites de façon globale, donc des attributions causales qui sont plutôt faussées. Et puis, dernier point de cette triade, ça va être la crainte d'être découvert en tant que tel comme étant quelqu'un qui essaie de tromper son monde. Pour faire simple, le syndrome de l'imposteur, c'est celui qui se pense moins compétent que ne le perçoivent les autres et qui culpabilise par rapport à tout ça. D'accord. Bon, ça, c'est une bonne définition. Elfie, à quel moment, en fait, tu as ressenti, parce que c'est, j'imagine, cette difficulté-là, est-ce que tu peux nous partager un peu ta première sensation sur ce point-là? En fait, moi, ça m'est clairement arrivé là en me lançant dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais pas spécialement ce syndrome avant, même si j'avais un poste de cadre avec des responsabilités. Quoique maintenant que j'en parle, je pense que je l'ai eu avant, mais simplement, je ne savais pas que ça existait. Finalement, j'en ai entendu parler que dans l'entrepreneuriat, mais je pense finalement, maintenant que je réfléchis, que ça m'est arrivé avant. Mais en fait, c'est tout simplement quand on effectivement se retrouve attribuer des responsabilités dont on se sent, entre guillemets, pas capable, ou on se dit qu'on n'a pas forcément effectivement les compétences pour, où là, clairement, dans l'entrepreneuriat, on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas, et en fait, on a toujours l'impression que les autres entrepreneurs font mieux, qu'ils ont plus de compétences, qu'ils connaissent mieux, et que nous, à côté, en fait, on n'est pas forcément préparé pour, et du coup, on se compare toujours aux autres finalement. En plus, les réseaux sociaux n'aidant pas, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit surtout les réussites, même sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, c'est souvent tel entrepreneur a réussi à lever des millions. On voit toujours les succès et en fait, pas vraiment les échecs. Alors pourtant, il y a aussi beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat, en fait, mais on en parle beaucoup moins. On ne le met pas en avant, forcément. Et finalement, du coup, on a l'impression que les autres font toujours mieux que nous, en fait. On se compare tout le temps. C'est très intéressant, le retour, Adrien, de ce qu'il vient de dire. Est-ce que c'est lié à, on va dire, à l'entrepreneuriat, mais pas uniquement, ou est-ce que aussi c'est spécialement féminin, ou ça concerne aussi les hommes? En fait, on a des éléments comme ça qui nous permettent statistiquement de voir un petit peu comment ça se répartit. On voit une surreprésentation des femmes, mais une surreprésentation des femmes, ça ne veut pas nécessairement dire que ça n'est que féminin. On retrouve aussi chez les hommes du syndrome de l'imposteur, même si effectivement il est davantage marqué chez les femmes. On sait, il est davantage marqué chez les femmes et il est davantage marqué chez les juniors que chez les seniors. En tout cas, on a ces proportions-là et on sait que de façon interculturelle, le syndrome de l'imposteur est davantage marqué dans les pays qui valorisent énormément la réussite individuelle dès, on va dire, l'âge le plus jeune. Et donc, on est dans un pays où l'échec, c'est difficile à gérer. Je pense que ça va mieux ces dernières années, mais ça reste quand même quelque chose, en fait, de très mal vu en France. Est-ce que le syndrome de l'imposteur, on le vit on va dire en Europe ou en France, comme on pourrait le vivre aux États-Unis? On le vit un petit peu différemment parce qu'en fait, les États-Unis ont introduit quelque chose qui est très intelligent il y a quelques années, qui s'appelle les FailCon, les Fail Convention, où en fait, vous avez des grands patrons qui viennent publiquement dire tout ce qu'ils ont foiré. Là, j'ai raté, là, je me suis trompé, là, on a fait une stratégie marketing qui est passée complètement à côté de notre cible, on a perdu des parts de marché de dingue parce qu'on a fait des grosses erreurs. En fait, ce faisant, il démystifie aussi le rôle du manager ou le rôle du patron, parce que rendez-vous compte, en France, on mythifie énormément celles et ceux qui sont, d'ailleurs, on le dit, des capitaines d'industrie.
nous laissant imaginer que quelqu'un comme Bernard Arnault a des qualités humaines qui seraient diamétralement, on va dire, supérieures aux nôtres, ce qui est complètement faux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de qualité humaine supérieure chez ces personnes-là. Ce sont des êtres humains comme les autres qui, pour tout un tas de raisons, font ce qu'ils font. Mais cette mythification du patron, du manager, du chef d'entreprise, eh bien, elle va générer ce que Elfie disait il y a quelques instants. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis, mais je ne peux pas être aussi grand que cela. Je n'ai pas les qualités humaines supérieures pour être un grand ou une grande capitaine d'industrie. Moi-même, quand j'ai créé Sens et Cohérence, je me disais, mais les gens vont se rendre compte qu'en fait, je suis juste un petit psy de 30 ans à l'époque, ça fait 10 ans, qui fait ce métier-là. Cette mythification des capitaines d'industrie ou des grands patrons génère chez les autres un sentiment de comparaison sociale qui est systématiquement défavorable. Aux États-Unis, le fait d'avoir fait des fail conventions, ça met en lumière que qui que l'on soit, on va faire des erreurs, on va commettre des impairs, il y aura des quiproquos, il y aura des erreurs stratégiques parce que l'erreur, parce que l'échec, en fait, elle est encapsulée dans le fait d'entreprendre. Toute nouveauté encapsule la nécessité de son échec ou la très forte probabilité de son échec. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on entreprend et qu'on prend des décisions, eh bien, il y a une proportion non négligeable de fois où on se trompe. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux avoir cette lucidité de se dire bah, je me trompe parce que j'entreprends. C'est comme si vous me disiez, par exemple, je veux me lancer dans une histoire d'amour sans jamais avoir de conflit. J'aurais envie de vous dire, ne tombez jamais amoureux, parce que ça n'est pas possible. Eh bien, si vous voulez, on va dire, vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, sachez que vous allez échouer de temps en temps, comme tout le monde, et que c'est nécessaire à la capitalisation d'un savoir supérieur et spécifique par rapport à votre marché. On va avoir des façons d'apprendre qui sont des façons itératives, dit-on. J'essaye à gauche, ça ne marche pas trop, et ben je remets un peu la barre à droite. Ça s'appelle tout simplement la vie, qui est faite d'une gamme d'états émotionnels larges et jamais que de succès. Ça n'existe pas. Et c'est très drôle parce que dans ma première expérience entrepreneuriale, j'avais en fait, pour ranimer, en fait, parce que j'aime beaucoup le contenu, vous l'aurez remarqué, créé une émission qui s'appelait « On a tous droit à l'erreur ». Et l'objectif, c'était d'inviter des personnalités, actrices, hommes politiques ou femmes politiques et patrons d'industrie, pour parler en fait de leurs plus grosses erreurs en tant qu'entrepreneur. Et j'ai eu énormément de mal à la produire et à la lancer. À un point, une grosse société française qui produit des tablettes et des téléphones français que vous connaissez peut-être, je ne vais pas noter le nom, on avait tourné l'émission. Et le service de communication et de marketing avait refusé sa diffusion parce qu'entre guillemets, c'était trop négatif pour la marque et pour la personnalité du PDG. Alors qu'en fait, l'objectif, c'était quand même avant tout de valoriser l'erreur parce que l'erreur fait partie, entre guillemets, de la vie professionnelle. Et je faisais ça autour de l'Association des apprentis de France que j'ai fondée il y a maintenant 12 ans. Et l'objectif, c'était de montrer aux jeunes et à ceux qui étaient les plus éloignés de l'emploi et qu'on intègre en contrat d'apprentissage qu'en fait, les plus grands aussi se plantent. Donc, c'est très culturel. Elfie, comment en fait tu arrives aujourd'hui en fait à passer les barrières? Après, j'imagine qu'il y a des outils qu'on peut utiliser, mais toi, tous les jours, comment tu passes, on va dire, ces épreuves? En fait, je pense que déjà, c'est important des fois de prendre du recul un petit peu sur ce qu'on fait et en fait aussi de s'auto-féliciter quand on passe des étapes. En fait, chaque petit succès qu'on a dans notre vie professionnelle, de se féliciter, de savoir prendre du recul et dire attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait cette année. Ah ouais, j'ai fait quand même ça, c'est pas rien quoi. Et se dire bah en fait, je l'ai fait. Voilà, certes, on a toujours de l'aide extérieure parce qu'on n'entreprend jamais tout seul, mais finalement, bah, c'est quand même nous qui faisons avancer la chose, c'est quand même nous qui faisons avancer le projet. Donc en fait, c'est simplement de se dire bah, ouais, j'ai réussi à faire ça et c'est pas que de la chance en fait. Et donc savoir soi-même se valoriser et faire pause en fait pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a accompli. Parce que c'est vrai que quand on est dans la tête dans le guidon, moi souvent j'ai l'impression de pas avancer. J'ai l'impression de ne pas aller assez vite, que voilà, j'aurais dû lancer le projet il y a un moment, que les autres vont plus vite, que les autres font mieux. Et en fait, quand je passe une étape, je me dis ah ouais, mais en fait, cette année, bah, j'ai fait quand même ça. Je me suis formée là-dessus. Faut dire qu'au départ, ça, j'y connaissais rien. Et aujourd'hui, je sais ça et j'ai fait ça. Donc en fait, c'est savoir simplement essayer d'être plus gentil avec soi-même. Parce que je pense qu'on est
on est notre propre ennemi, on va dire, parce qu'on s'auto-sabote, entre guillemets, en se dévalorisant nous-mêmes, alors que parfois, en plus, on a une image extérieure qui n'est pas du tout la même. En fait, nous, on se sent peut-être des fois pas légitime ou ce genre de choses, alors que les gens à l'extérieur, eux, nous voient comme quelqu'un voilà, qui va, qui est motivé, qui se donne à fond. Voilà, des fois, on a une image totalement décalée entre ce que les gens perçoivent de nous et nous, ce qu'on perçoit de nous-mêmes, et on est souvent très sévère avec nous-mêmes. Donc, c'est savoir essayer d'être un peu moins sévère avec soi-même et de se féliciter régulièrement sur ce qu'on fait. Adrien, par rapport à ce que vient de dire Elfie, est-ce que c'est les outils à utiliser? Est-ce qu'on a des astuces quand on est personnellement concerné par ce syndrome? Effectivement, alors, il y a des astuces au niveau individuel, puis ensuite des astuces au niveau organisationnel ou collectif en tant que tel, mais quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est ce que disait Elfie, c'est le fait de faire les attributions causales un petit peu différentes. C'est de se coucher le soir en essayant de se dire tous les soirs, qu'est-ce que j'ai bien fait dans ma journée? Moi, c'est un truc que je fais depuis 10 ans. Tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? J'ai fait un bon rendez-vous avec un client, un bon feedback à mon équipe, j'ai fait une bonne intervention. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée? Et essayer de trouver en soi des qualités qui viendraient expliquer ce succès dans la journée. Ce matin, j'ai fait une bonne interview avec Elfie et Morgane. C'est parce que je maîtrise bien mon sujet et parce que c'est quelque chose que j'ai bien bossé. En fait, le fait de se refaire des attributions causales positives, ça permet de se rendre compte, d'avoir une vision de soi qui est un petit peu moins faussée. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a tous en fait ce qu'on appelle un langage interne maltraitant. Le langage interne maltraitant en psychologie, c'est cette petite voix qui vous dit « t'es pas assez rapide, t'es trop gros, t'es trop petit, t'es pas assez intelligent, les autres sont meilleurs que toi ». En fait, ce petit langage interne maltraitant, il a une fonction, il nous sert à éviter, on va dire, d'être exclu du groupe, tout simplement parce que l'inclusion en groupe, c'est un des déterminants de notre survie. Donc, pour la survie de l'espèce, on a besoin d'être intégré à un groupe, on flippe d'en être exclu, et donc on a notre petite voix interne qui nous dit « t'es pas comme ci, t'es pas comme ça », pour nous forcer à faire un peu plus et pour être toujours intégré au groupe. Donc, pour faire en sorte de faire ce qu'on appelle, nous, de la diffusion cognitive, c'est-à-dire de comprendre que ce langage interne maltraitant, ça n'est que notre cerveau qui nous raconte une histoire, mais cette histoire, elle n'est pas vraie, se refaire un point soi-même le soir avant de se coucher sur ses réussites et les attribuer à des qualités personnelles, c'est quelque chose qui va être important. On peut aussi demander du feedback à nos clients, à nos pairs, PAIRS, à notre équipe, tout simplement parce que même si au départ, c'est un peu difficile quand on est entrepreneur de croire que ce qu'on nous dit est vrai, parce que celui qui a le syndrome de l'imposteur va imaginer qu'on lui dit ça par gentillesse ou un peu en disant c'est de la condescendance, mais au bout d'un moment, ça rentre. Il faut avoir à l'esprit que nous sommes des êtres sociaux et qu'on façonne notre image de nous-mêmes en fonction des feedbacks qu'on reçoit du monde. Donc, si on a une culture du feedback et qu'on en demande régulièrement, ça nous permet de nous réétalonner sur notre façon d'être et de prendre tout doucement confiance en nous. Et puis, n'oublions pas que la confiance en soi, c'est toujours la conséquence d'une somme d'expériences préalables réussies. Et plus on va dire, expérimenter des choses nouvelles, ce qu'on appelle le modèle Broaden and Build en psychologie, en gros, plus on essaye des choses nouvelles, plus on force son esprit à s'y habituer et plus on développe ce qu'on va appeler un répertoire de réponses comportementales plus large. En gros, plus tu testes des choses nouvelles dans ta vie, plus tu apprends à te sortir des situations complexes, meilleure est ta confiance en toi, plus ton syndrome de l'imposteur baisse. Donc, c'est le philosophe Alain qui disait « le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Allez-y. D'accord. Est-ce que l'autre peut avoir un impact, par exemple, déjà si on est atteint de ce syndrome de l'imposteur, d'avoir une remarque un peu négative sur un projet, c'est ce que disait Elfie tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que manager, quand on entend ça ne marchera pas, c'est pas une bonne idée, ou tu es trop susceptible, ou tu n'es pas assez organisé. On a souvent des gens qui ont ces petits commentaires un peu négatifs, je ne sais pas si Elfie, tu l'as vécu, entre guillemets, qui peut aussi alimenter ce syndrome. Oui, c'est sûr que ça arrive. Il y a toujours des personnes qui vont avoir cette petite phrase ou qui ne croient pas forcément, dans mon cas, mon projet, par exemple. Donc après, en fait, c'est réussir aussi à se détacher de ça, en fait. De prendre plutôt le positif et de laisser le négatif de côté, quoi. Après, on le dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, l'important, c'est de bien s'entourer. Donc moi, en fait, je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mon projet et qui vont me porter, en fait, qui vont m'apporter du positif, qui vont me booster. Si jamais il y a une personne qui me dit quelque chose qui me freine, tout simplement, je vais m'éloigner de cette personne, en fait, parce qu'elle ne va pas m'apporter du bien, elle ne va pas m'aider à avancer, au contraire. Donc, en fait, on est obligé de faire des choix et de
voilà, plus ou moins s'éloigner de personnes si jamais elles ne nous boostent pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je préfère faire parce qu'effectivement, si on n'entend que du négatif, au bout d'un moment, ça nous impacte et ça nous empêche d'avancer simplement. Oui, puisqu'on peut avoir à l'esprit, c'est que, en fait, quand on a quelqu'un qui nous fait une critique, alors la critique est audible, hein, c'est important d'entendre la critique, mais c'est surtout important de la préciser ou de la factualiser, parce que bien souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qu'on entend, ce qu'on va appeler des critiques vagues, et des critiques qui ne sont pas explicitement ancrées sur un comportement spécifique, une situation spécifique ou une attitude spécifique. Quelqu'un qui vous dit « je te trouve un peu dilettante », c'est une critique vague. À quel moment, dans quelle situation, qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Puisque effectivement, il est possible qu'on commette des impairs, qu'on soit parfois un petit peu indélicat dans notre communication. Il est important de s'en rendre compte. Si quelqu'un vous dit « écoute, quand tu m'as dit ça, ça m'a franchement choqué et j'y ai pensé toute la soirée », qu'est-ce que je t'ai dit, à quel moment? Et si c'est vrai, c'est-à-dire on n'est pas parfait. Il nous arrive parfois de dire des choses un peu rapidement ou d'être indélicat sans le vouloir. Dans ces cas-là, effectivement, la personne précise sa critique, on la trouve légitime, on formule des excuses et on passe à autre chose. Ça, c'est important de faire spécifier, on va dire, la nature des critiques qui nous sont portées, parce que, comme le disait Elfie, quand on se lance au départ dans l'entrepreneuriat, il n'est pas rare d'avoir des amis ou de la famille même qui vous disent « mais t'es sûr, moi je suis pas sûr que t'es taillé pour ça, tu vas quitter ta sécurité de l'emploi, enfin c'est comme un projet risqué ». En fait, ces personnes, elles parlent plus de leur propre peur que de votre situation et elles projettent sur vous les peurs qui sont les leurs. Si vous leur demandez de factualiser, de préciser, rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont leurs propres craintes qui sont évoquées, mais que vous n'êtes pas concerné dans l'histoire. En fait, elles vous disent ça à vous, mais elles se parlent à elles-mêmes. Et donc, le fait de savoir qu'en fait, la critique, elle ne vous concerne pas, en fait, c'est simplement l'expression des appréhensions d'autrui, ça vous permet de dire, je comprends que toi, ça te ferait peur l'entrepreneuriat, mais moi, ça ne me fait pas peur. En tout cas, si ça me fait peur, j'ai décidé de surmonter mes peurs, j'ai décidé d'y aller. Et donc, à partir de maintenant, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides plutôt que tu me freines en me parlant de tes propres appréhensions. Soit l'autre est en capacité à l'entendre et c'est heureux, soit l'autre n'est pas en capacité à l'entendre et rumine un petit peu ses propres histoires à haute voix. Et effectivement, comme le disait Elfie, en tout cas au moment où on se lance, c'est des personnes dont il faut mieux temporairement, il ne s'agit pas d'arrêter de parler avec les gens, mais temporairement s'en détacher un petit peu, parce que si ça vient alimenter votre réservoir d'anxiété, ce n'est pas nécessairement ce dont vous avez besoin quand vous créez une boîte, puisqu'il est suffisamment déjà, en général, bien alimenté par nos propres craintes. Est-ce que le syndrome de l'imposteur peut créer aussi une envie un petit peu de revancharde dans le futur? C'est-à-dire, on m'a empêché de faire des choses, on m'a créé des aspects négatifs, on m'a fait des commentaires pas intéressants. Et en fait, j'ai envie d'avancer encore plus vite pour me venger en fait, de tous ces gens ou de ce sentiment, entre guillemets, qu'on essaie de nous pousser vers le bas. Est-ce que tu as ce sentiment, Elfie, aujourd'hui? Alors moi, je l'ai eu, pas forcément par rapport à l'entrepreneuriat, mais d'une première expérience avec une chef qui était pas très sympa, on va dire, et qui m'avait dit un jour, de toute façon, tu pourras jamais être cadre, être manager, avoir des responsabilités parce que tu n'as pas les épaules pour, tu n'as pas le profil, tu n'y arriveras pas. Et en fait, bon, à ce moment-là, quand on m'a dit ça, en plus, c'était ma première expérience professionnelle, hein, donc déjà, quand on débute, on n'a pas beaucoup de confiance en soi et donc là, ça m'avait, sur le coup, totalement détruite, quoi et en fait, après, avec le recul et le temps qui est passé, j'ai eu plutôt l'impression, effectivement, de prendre un peu ma revanche sur ce qui m'a été dit et souvent, j'y repense et je me dis: «J'aimerais bien la recroiser, pour dire voilà, où j'en suis aujourd'hui, j'en suis là, j'ai été cadre, maintenant je suis en train de créer ma boîte, etc. Donc en fait, finalement, tout ce que tu as dit, eh ben, c'était faux et je me suis donné les moyens pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est vrai que je l'ai ressenti à ce moment-là. Et du coup, pour le coup, ça m'a plutôt boostée, en fait, effectivement, en me disant, je vais prouver à cette personne qu'elle a tort, en fait. C'est un phénomène, Adrien, qui est normal, ce retour d'expérience. Enfin, moi, j'ai vécu aussi des moments pas très sympas dans mon année scolaire ou même dans mon expérience professionnelle qui ont créé en fait un peu ce sentiment de revanche. Alors, c'est deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que la volonté, on va dire, de se décoller d'une image qu'on nous a collée, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a à voir avec le syndrome de l'imposteur. Et pour autant, c'est intéressant quand même. Moi, je me souviens aussi, si on fait du partage d'expérience, de mon tout premier patron qui me disait « tu es beaucoup trop humain pour être un bon numéro 1 ».
Du coup, moi, j'ai créé ma boîte il y a 10 ans. J'ai un turnover de 0% quand lui en a un de 80%. Donc, je me dis peut-être que l'humanité managériale, finalement, c'est ce qui fidélise les gens. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est en lien avec le syndrome de l'imposteur directement. Simplement, c'est quelque chose qui est en lien avec le fait qu'on nous donne des feedbacks qui sont des feedbacks, là encore, qui en dit plus de la personne qui les émet que de vous. Ça en dit plus de l'émetteur que du récepteur, comme s'il y avait une uniformité des profils de créateurs d'entreprise. Il y a plein de profils de créateurs d'entreprise. On peut être une Elfie, on peut être un Adrien, on peut être un Morgane. Il y a une gamme, on va dire, de méthodes managériales, de secteurs d'activité, de segments de marché qui est très large. Il y a différentes façons de fonctionner et on a effectivement les uns et les autres une satisfaction personnelle d'avoir pu se départir des feedbacks négatifs qu'on nous a donnés. On connaît tous celles et ceux qui étaient perçus comme étant des mauvais élèves quand ils étaient au collège, à qui on a dit « mais tu réussiras jamais, tu finiras par aller en CAP » et qui aujourd'hui ont des grandes entreprises de couverture, qui sont des employeurs heureux, des managers super. Enfin, je crois qu'on a tous connu à cette époque-là où, en tout cas, moi, j'ai 40 ans, au moment où les métiers manuels étaient très décriés et qui aujourd'hui sont des métiers sur lesquels il y a des vraies pénuries, des personnes qui ont des talents fous. Et moi, je sais que celles et ceux que je côtoie aujourd'hui dans les chefs d'entreprise me disent « on m'a dit toute ma vie que j'étais un nul et aujourd'hui, je suis content d'avoir réussi ce que j'ai fait. Et du coup, je sais d'où je viens. » Et je valorise le travail de mes salariés parce que moi, on m'a dit toute ma vie que c'était un travail pour les nuls et je vois combien aujourd'hui nous sommes nécessaires. Et c'est effectivement une façon de se rappeler d'où l'on vient et c'est une façon, on va dire, de montrer une forme d'humilité par rapport à qui nous sommes et de valoriser le travail des autres. Et si effectivement les messages désagréables qu'on a reçus nous servent à nous sentir un peu mieux aujourd'hui et à respecter, considérer et reconnaître la dureté de certains métiers, c'est heureux pour celles et ceux qui sont désormais reconnus. Super. Alors, on est sur des profils entrepreneuses, entrepreneurs, qui ont peut-être une niaque aussi qui n'est pas, entre guillemets, liée à tout le monde. Quand on est manager et que, en fait, on gère une équipe, comment on repère, entre guillemets, qu'un salarié a, entre guillemets, ce syndrome de l'imposteur? Comment on va l'identifier? En fait, c'est assez facile à identifier puisque là encore, c'est des personnes qui vont avoir des mauvaises attributions. C'est quelqu'un qui, quand on le félicite, va toujours vous dire non, qui est assez mal à l'aise en fait avec le feedback positif. Quand vous lui dites bravo, c'était une belle présentation en Codir, tu as fait un super projet chez le client et qui vous dit ouais, non, mais là, franchement, j'ai eu vachement de chance. Le client était sympa, il faisait beau, la pièce était belle, il y avait un vrai besoin du client, les équipes avant-vente ont fait du bon boulot. Et en fait, c'est quelqu'un qui, à chaque fois que vous lui faites un feedback positif, va distribuer les bons points aux autres sans s'en attribuer jamais lui-même la possibilité. Alors, ce n'est pas à confondre avec de la fausse modestie. Il y a des gens qui sont experts de cette fausse modestie qui, en fait, ne sert qu'à les mettre en lumière derrière. Là, l'imposteur, c'est celui qui, vraiment, c'est quelqu'un qui va avoir un niveau de tension qui est fort parce qu'il a sentiment d'inauthenticité vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui sont souvent assez stressé parce qu'il a peur d'être découvert systématiquement et qui va avoir du mal à accepter qu'on lui fasse des critiques positives et qui, envers lui-même, va être très dur en disant « mais ça, je n'ai pas bien réussi, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment ». Celui qui voit beaucoup le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ce sont de bons indicateurs, on va dire, de la perception qu'on va avoir de lui. C'est la raison pour laquelle en entretien annuel d'évaluation, maintenant on fait ça tous les ans dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on peut évaluer avec la personne. Comment tu te sens dans ton poste? Est-ce que tu as l'impression d'être à la hauteur de ce qu'on attend de toi et autres, pour voir où se situe la personne par rapport aux attentes qu'on a d'elle-même. D'accord. Et donc, parce que le rôle du manager, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien dans les équipes, dans l'équipe et à sa place. Quand on a repéré en fait ce syndrome de l'imposteur, avant, j'ai une petite question avant de venir là-dessus. Est-ce qu'il y a des tests officiels? Est-ce qu'il y a des choses pour, entre guillemets, pour tester la personne ou se faire tester soi-même? Il y a une échelle qui a été traduite en langue française il y a maintenant une dizaine d'années de ça qui permet effectivement d'évaluer le degré de syndrome de l'imposteur des personnes. Oui. D'accord. Et ça, on va voir un psychologue du travail, on le trouve sur Internet. C'est quoi le conseil? On lit un bouquin? C'est quoi le conseil? On va avoir un psy qui dispose d'une habilitation spécifique à faire passer les tests psychométriques et il pourra vous la faire passer s'il dispose de ce test-là. Ouais. D'accord. OK. Et donc, aujourd'hui, en tant que manager, quelles sont les techniques managériales qu'on met en place pour faire en sorte que notre salarié sorte un peu de ce syndrome? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Est-ce qu'on doit lui dire, en fait, j'ai l'impression que tu as le syndrome de l'imposteur, c'est un peu direct quand même, ou est-ce qu'il y a des choses plus subtiles? Parce que les managers sont souvent, en fait,
peuvent le ressentir, mais restent quand même assez froids sur le sujet ou peuvent passer à côté vis-à-vis des autres personnes de l'équipe. Comment on aide la personne qui aujourd'hui, en fait, est bloquée sur ce point? Globalement, ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est que dans le management, il y a quelque chose qui reste assez essentiel, c'est de créer ce que nous, on va appeler un climat de sécurité psychologique. Un climat de sécurité psychologique dans une équipe, c'est la possibilité laissée aux personnes de dire leur vulnérabilité sans que le manager s'en serve pour générer de la culpabilité ou affirmer sa propre supériorité. C'est la possibilité laissée dans une équipe, c'est un petit peu ce que disait Elfie au départ, de ne pas valoriser uniquement les meilleurs et les succès. C'est la possibilité laissée en réunion d'équipe, mais de façon formelle, qu'on se le dise. Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont sensibles? C'est la possibilité qu'on laisse à nos collaborateurs de dire je ne suis pas d'accord, je flippe, j'ai peur, j'ai honte, je suis coupable, je ne me sens pas bien. En fait, c'est l'expression de ces émotions pénibles qui est extrêmement importante. On ne peut pas permettre l'expression que des choses positives. Sinon, ça n'est pas permettre l'expression. Expression, c'est faire sortir la pression. On ne peut pas valoriser uniquement ce qui fonctionne bien, sinon ça culpabilise celles et ceux qui se sentent mal. Et c'est la double peine. Non seulement je me sens mal, mais en plus, je me sens coupable de me sentir mal. Un manager qui permet aux uns et aux autres de dire leurs doutes, leurs craintes, leurs appréhensions, leurs peurs, c'est quelqu'un qui va faciliter l'expression justement de ce syndrome de l'imposteur et donc qui va faire baisser la pression par rapport à tout ça, puisqu'il s'agit d'exprimer ce que l'on ressent pour derrière pouvoir mieux le gérer. Et à chaque fois que dans une équipe, on est en capacité à valoriser autant les moments positifs que les moments difficiles, pour en faire quelque chose collectivement, c'est ce qu'on appelle du sense-making en psychologie, comment on va collectivement, à partir d'une situation de crise, essayer d'élaborer des scénarios de sortie de crise qui nous permettent de comprendre comment on vit les choses et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Le climat de sécurité psychologique, scientifiquement, c'est extrêmement corrélé à la performance de l'équipe. Une équipe dans laquelle seuls les meilleurs ont le droit de s'exprimer, c'est une équipe qui très rapidement dysfonctionne. Et ça, c'est super intéressant parce que Elfie, je ne sais pas si elle travaille toute seule aujourd'hui ou si elle commence à avoir ses premiers stagiaires, apprentis, salariés. En tout cas, ça va arriver. Je lui souhaite plein de salariés. Mais quand on est tout seul entrepreneur, on n'a pas, entre guillemets, l'autre pour pouvoir, entre guillemets, exprimer, en tout cas ressortir toute la pression de nos difficultés. Elfie, à qui tu parles pour pouvoir, entre guillemets, travailler là-dessus? Et après, Adrien, je te laisserai réagir. Alors moi, tout simplement, je parle un maximum à d'autres entrepreneurs parce qu'en fait, ils vivent la même chose que moi. Donc en fait, on a généralement les mêmes difficultés, les mêmes craintes, les mêmes problèmes. Donc en fait, de partager là-dessus, ça soulage beaucoup. Ça enlève la pression parce que on se rend compte que eux aussi finalement vivent la même chose et parfois ou alors ils ont vécu des choses avant nous qu'ils ont réussi à surmonter de telle ou telle manière, donc ils peuvent donner des conseils. Et en fait, j'ai vraiment découvert ça avec l'entrepreneuriat que je trouve qu'il n'y avait pas justement dans le salariat. Alors après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve qu'entre entrepreneurs, on est très, il y a beaucoup d'entraide en fait. Je me suis aperçue de ça. Parce qu'on peut être sur des différents secteurs, avoir des projets totalement différents, mais se soutenir, ou même être, moi j'ai même des fois des entrepreneurs où on est dans le même secteur, on pourrait même presque être concurrents, mais en fait on va quand même se donner des conseils, des choses, des astuces, on va travailler ensemble parce qu'on se dit, on peut s'entraider finalement en fait. On ne se voit pas comme des concurrents, on se dit… voilà, le marché est assez grand, la part du gâteau est assez grande et c'est mieux de s'entraider finalement, surtout quand on débute comme moi, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'un maximum d'aide possible en fait. Donc, Et ce n'est pas un problème avec eux de parler d'émotions, de difficultés, parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, garde tes problèmes, j'en ai déjà assez moi. Enfin, je joue je joue le méchant là-dessus, mais enfin, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Enfin, on a souvent tendance aussi de s'éloigner des problèmes des autres. Moi, je trouve que non, parce que c'est un échange en fait, ça va dans les deux sens. Après, on ne se partage pas non plus que le négatif, bien sûr, il faut aussi se dire quand ça va bien. Moi, par exemple, j'étais dans un incubateur en fait, qui est pour l'entrepreneuriat au féminin, ça s'appelle Les Premières. Et donc, du coup, on était une promotion de femmes. Et en fait, on avait des projets totalement différents et on a avancé ensemble. Et du coup, en fait, ça nous a créé vraiment un lien. Et donc ça, j'ai terminé le programme il y a 1 an et aujourd'hui, on est encore en contact. Et en fait, on se partage les hauts, mais aussi les bas.
Donc, quand ça va bien, on se le dit, on dit voilà, j'ai avancé telle étape, etc. On se félicite. Et puis, quand ça va pas, on se partage aussi nos problèmes. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et on est toujours. En fait, moi, je me dis toujours, si quelqu'un vient aussi me poser des questions ou me dire j'ai des problèmes là-dessus, je vais avoir envie de l'aider parce que je vais me dire, moi, je serais contente à sa place que quelqu'un me réponde et m'aide ou me donne des conseils. Parce que moi, je l'ai eu. Donc, en fait, je rends l'appareil, tout simplement. C'est super intéressant et je trouve que c'est l'avantage en fait de ce qu'on appelle les clubs d'entreprise aujourd'hui, les, les, couveuses d'entreprise, j'ai oublié le mot qui m'échappe. Moi, je me suis très rapidement rendu compte que, parce que moi j'ai besoin que ça ressorte, hein, et c'est pour ça qu'il y a plein de méthodes pour le faire, mais que associés ou même des fois investisseurs n'avaient pas spécialement envie d'entendre ce genre de choses. Donc, quand les gens ne sont pas ouverts à ça, Adrien, il y a des astuces. En fait, ce qui va être important, c'est effectivement de partager. Ce que l'on sait, c'est que le soutien social, c'est le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail et qu'avoir du soutien de pair, un PAIRS, c'est quelque chose d'important. On l'a tous déjà vécu intuitivement. Quand vous avez un coup de calgon, quand vous n'allez pas hyper bien et que vous partagez ça même avec un ami, bien, le poids émotionnel est plus léger si on le répartit sur plusieurs épaules. Là, c'est un petit peu la même chose. Et puis, quand on est entrepreneur notamment, mais ça vaut pour aussi d'autres profils, c'est ce qui va permettre de normaliser nos émotions pénibles. Ah, parce que toi aussi, tu flippes. Ah, parce que toi aussi, tu doutes. Ah, parce que toi aussi, parfois, tu as l'impression que tu t'es lancé dans un projet qui ne va pas tenir la route. Parce que c'est normal que ces états émotionnels, ils transitent au travers de notre esprit. Et le fait de ne pas se sentir seul à vivre ça, ça nous permet de normaliser, c'est-à-dire, ah, c'est normal, je ne suis pas tout seul. Je ne jette pas l'opprobre sur mes propres épaules pensant que je ne suis pas capable. Donc, on normalise les émotions qui sont pénibles. Et deux, effectivement, moi, j'ai la même stratégie qu'Elfie. Moi, j'échange avec mes concurrents. En fait, on a un tout petit monde, on se connaît très bien. Et effectivement, moi, j'ai pas mal de copains qui sont chefs d'entreprise dans le même secteur d'activité que moi. On est parfois en concurrence chez les mêmes clients, mais on peut être adversaire sans être ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut ne pas toujours être d'accord, on peut être en concurrence et se respecter. Je trouve que la concurrence, moi, me fait du bien. J'ai des concurrents qui honorent mon métier. Et j'ai une de mes concurrentes qui a un cabinet qui marche formidablement bien, qui s'appelle Jeanne, avec qui j'échange souvent parce qu'on est souvent seul quand on est chef d'entreprise. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe, donc je partage aussi moi mes doutes, mes craintes, et puis je partage aussi mes insatisfactions. Moi, j'ai trois façons de me penser comme manager. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce qu'on va se dire, mais notamment, on va dire la nécessité de jouer un peu de temps en temps les tupperwares. Et avec l'équipe, on se le dit quand on en a marre, quand c'est nul, quand c'est casse-pied. Alors, on se le dit avec des mots parfois un peu plus vulgaires, mais en tout cas, c'est important de pouvoir partager tout ça parce que c'est normal parfois d'en avoir plein le dos et de pouvoir le partager avec les uns et les autres. Et puis, l'idée, c'est de se dire que parfois, effectivement, certaines personnes ne sont pas ouvertes à ça, mais ce n'est pas tant une caractéristique personnelle qu'une caractéristique, on va dire, conjoncturelle, parce qu'il y a tous des moments dans la vie où on se dit « non, moi, le réservoir est plein, là, je n'ai pas envie, je ne peux plus rien accepter ». Mais dans quelques semaines, quand tu seras à un autre moment de ta vie, là, tu seras beaucoup plus enclin à écouter. Moi, j'essaye toujours, même avec mes clients, de parler parfois de mes craintes, de mes appréhensions, de mes doutes, de mes satisfactions, parce qu'on oublie trop souvent, on voudrait que les autres nous comprennent, mais on oublie qu'on a parfois des difficultés nous-mêmes à exprimer ce que l'on ressent. Moi, je suis un grand expressif. J'exprime tout le temps. Et puis, parfois, c'est capté, parfois, ce n'est pas capté. En tout cas, ça donne le sentiment d'une sincérité, d'une authenticité relationnelle avec ses clients. Moi, ma première entreprise, je l'ai créée il y a maintenant 12 ans et j'ai perdu aucun client en 12 ans. Et je ne suis vraiment pas le meilleur des psychologues du travail qui existent. Il y en a plein des super psychologues du travail. Mais cette dimension, on va dire, relationnelle et authentique dans la relation qu'on crée avec les autres, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on va s'attacher à une marque, on va s'attacher à des professionnels. Pour Elfie, l'idée, c'est bien sûr d'avoir les meilleurs produits du marché, mais c'est aussi d'avoir une histoire à raconter autour de ces produits et une personnalité à laquelle on va avoir envie, on va dire, de s'attacher, à avoir envie de suivre. Quelqu'un qui a les meilleurs produits, mais qui est une ordure, ne va pas nécessairement réussir longtemps sur le marché. Super. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Elfie, aujourd'hui, t'en es où dans ton projet alors de création d'entreprise? Alors, donc, comme je disais, je viens d'être immatriculée le mois dernier. Donc là, Félicitations. c'est grosse étape. Je me suis grandement applaudie. Et donc, je suis en train de préparer le lancement des colorations qui se fera au mois de septembre.
Voilà, je dévoile ça un petit peu en avant-première Ça sortira au moment sur le podcast. Le podcast sortira au moment où ça sortira. Donc, Ok, c'est bon, parfait. ça va alors. Donc, ça va être un lancement sous forme de pré-vente, en fait, pour permettre de voir vraiment de voir vraiment si la cible accroche avec les produits. Ça va être une première campagne, on va dire, de communication. Et ça va me permettre aussi de pouvoir, en fait, gérer les frais de la première production grâce à ce qui va être récolté avec les préventes. Donc, ça va être sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà. Donc voilà, très bientôt, je suis très, très excitée sur ce lancement. Stressée aussi, forcément, de voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça va être une grosse étape. Et c'est un produit que tu as conçu toute seule. Oui, oui, oui. En fait, j'ai vraiment fait le travail de recherche donc des plantes, puisque ce sont faits à base de plantes qui sont séchées et broyées. Donc, il y avait toute une partie de sourcing, puisque j'ai cherché des plantes qui vont être le plus locales possible. Alors, tout ne peut pas être français, mais ça va être des plantes cultivées en Europe majoritairement. Quelques-unes qui viennent d'ailleurs parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas le climat pour faire pousser en Europe. Mais voilà, j'ai vraiment eu cette démarche-là, de chercher aussi donc, des packaging qui soient biodégradables, compostables. Donc c'était vraiment un gros travail, réaliser donc les formules, ensuite les tester donc tester les prototypes sur des personnes. J'ai travaillé avec des coiffeurs puisque la gamme s'adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels. Donc voilà pourquoi ça a mis 1 an et demi parce qu'il y avait beaucoup de recherches à faire effectivement, plus le développement de la marque, le branding, la communication, le marketing, donc tout ce qu'il y a à mettre en place autour de la marque. Et en plus là-dessus, donc moi j'étais pas c'est pas mon domaine vu que moi je suis scientifique, donc j'ai dû beaucoup apprendre en fait, me former, me faire aider, accompagner par d'autres freelances, d'autres conseillers. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Et donc là, en fait, pas de levée de fonds, pas d'investisseurs pour l'instant. C'est pas l'objectif, c'est plutôt du crowdfunding. Oui, pour l'instant, donc j'ai mis déjà beaucoup d'argent personnellement. De toute façon, c'est vrai que aujourd'hui, on dit qu'on peut entreprendre avec zéro. Bon, j'y crois pas trop, à moins que ça soit des prestations de services, peut-être. Mais en tout cas, quand on a un produit, on est obligé d'investir un minimum, notamment pour tout ce qui est recherche, etc. Et ensuite, j'ai fait aussi un prêt à la banque et une demande de prêt d'honneur pour compléter mes fonds. Et donc, aujourd'hui, ce sera effectivement le crowdfunding qui permettront de compléter mes derniers besoins en financement. Mais l'idée, effectivement, c'est de commencer déjà comme ceci, de voir ce que ça donne, en fait, et d'évoluer petit à petit, et si besoin, faire des levées de fonds plus tard, notamment pour m'industrialiser, puisque pour l'instant, je fais appel à un sous-traitant pour la fabrication. Et j'aimerais bien pouvoir reprendre la main dessus dès que possible et avoir mon propre laboratoire avec mes salariés, etc. Donc, je pense qu'à ce moment-là, peut-être il y aura besoin de lever des fonds, mais ça se fera dans un deuxième temps. Super, super projet. Donc là, si vous écoutez cet épisode et qu'on est au mois de septembre, vous allez sur Ulule et vous cherchez Elouen Cosmétique et n'hésitez pas à partager si vous en avez marre des colorations chimiques. Bravo Elfie et plein de succès pour la suite. Et merci pour ce partage. Adrien, donc aussi, c'est entrepreneur, mais dans un autre domaine depuis une dizaine d'années. Ton champ d'intervention de toi, tes collègues et toi aujourd'hui? Nous, on travaille sur tout ce qui est prévention du stress et des risques psychosociaux en situation de travail. Donc, le plus simple, les situations de stress ou de conflit. Au pire, situations, les harcèlements, les suicides, les braquages, les viols, les prises d'otages, enfin tout ce que le monde du travail peut faire de plus difficile. On fait aussi pas mal d'accompagnement des managers et les entreprises pour mettre en place des stratégies de promotion de la qualité de vie au travail au sein de ces collectifs et de ces organisations pour que la santé soit un des leviers au service de la performance et du business des entreprises. Super. Comment on te contacte? On me contacte sur LinkedIn, c'est le plus simple. Sinon, vous googlez Adrien Chignard. J'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de livres, beaucoup de choses. Donc, vous trouverez assez facilement mon site et la façon de
de me contacter. Moi, je suis un garçon qui gagne à être méconnu, globalement, parce que quand on m'appelle, c'est souvent que c'est compliqué. Mais effectivement, LinkedIn reste quand même la voie d'accès la plus simple, puisque je partage, moi, que du contenu. Je ne fais pas de branding, on va dire, sur mon nom, juste sur ce que j'ai à partager en tant que psy. Donc, vous pourrez trouver pas mal de mes articles et de mes tips sur le sujet, sur ce réseau social. Super. Écoutez, on a fait un super épisode. Ça fait longtemps que je voulais traiter de ce syndrome parce qu'on l'a tous connu et moi personnellement aussi. Et je pense qu'il y a des rechutes de temps en temps. On l'a tous vécu, mais en tout cas, je vous souhaite plein de succès à tous les deux. Merci d'avoir partagé du temps avec nos auditeurs, que vous pouvez retrouver, en tout cas, l'ensemble des épisodes sur les principales plateformes de podcast. J'espère vous retrouver tous les deux dans un autre épisode dans quelques mois pour voir un peu vos avancées, puis pour parler d'autres sujets, parce que le bien-être au travail, il y a plein de sujets à traiter, Adrien. Donc, l'invitation est lancée. Elfie, plein de succès pour le mois de septembre, cette sortie d'été. Et écoutez, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir écouté à ce nouvel épisode et je vous dis à la prochaine dans le Meeting Club. Merci à tous les deux. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.